Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais récapituler ce qu'on a vu au cours supplémentaire de la semaine dernière, auquel vous n'avez pas toutes et tous pu participer. Je ne vais pas refaire le cours évidemment, mais je vais quand même brièvement redire ce qu'on a vu lors de ce cours. Bien sûr, vous le savez, vous pourrez retrouver le détail du cours sur le site internet. Donc, nous avions terminé de parler de la signification des textes et en particulier, j'avais expliqué la notion d'innovation sémantique à partir de deux philosophes. Donc là, on quitte un peu le domaine de la linguistique à proprement parler, mais je vous l'avais bien expliqué, le domaine dans lequel on se situe dans ce cours, c'est celui de la linguistique théorique. Et la linguistique théorique, elle traite aussi bien des informations qui viennent de la linguistique au sens limité, strict du terme, technique du terme, que de toutes sortes de disciplines qui traitent la question du langage, que ce soit la philosophie, la psychologie cognitive, la sémiotique, enfin bref. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de philosophie, mais pas de philosophie du langage au sens, disons, logique, positivisme logique, enfin post-positivisme logique du terme. C'est parce qu'il y a une philosophie du langage qui est très logicienne, mais là, c'est la philosophie du langage qui vient de la phénoménologie, et en particulier chez Merleau-Ponty, avec cette distinction entre parole parlée et parole parlante. Alors, je résume la thèse de Merleau-Ponty. L'idée, c'est que si je transmets une idée, enfin, oui, je répète le mot idée, mais enfin, le principe du raisonnement de Merleau-Ponty, c'est le suivant. Si je veux transmettre une idée à quelqu'un par le langage, dans une certaine théorie du langage, qui est la théorie selon laquelle les mots sont juste un codage de la signification, un codage arbitraire de la signification. Par exemple, le mot chaise, il est codé avec le son chaise ou avec la liste de graphèmes qui forment le mot chaise, le mot écrit chaise. Donc il y a un codage arbitraire. Il se trouve qu'on utilise le son chaise pour parler de la chaise et le son table pour parler de la table, mais il aurait très bien pu se faire, à la limite, au plan totalement théorique, qu'on utilise le son table pour parler des chaises et le son chaise pour parler des tables. Ça n'a aucune importance du moment que tout le monde est d'accord. L'essentiel, c'est que tout le monde soit d'accord sur le fait que les sons renvoient à certaines significations. Les sons des mots et du coup des phrases. Puisque dans cette théorie, elle part de l'idée aussi qui est une espèce de théorie spontanée du langage, une théorie spontanée du langage. Cette théorie, non seulement elle a cette idée que, isolément, les mots sont simplement des codages des significations, des codages arbitraires des significations, mais que par ailleurs, les assemblages de mots, pour former des groupes de mots, des phrases, des textes, n'apportent rien de plus que la combinaison du sens des mots qui les constituent. Autrement dit, on est dans la pure compositionnalité au sens freyéen. Si je connais le sens des mots, je connais obligatoirement le sens des phrases produites avec ces mots. Ça, c'est une sorte de théorie naïve du langage, théorie spontanée du langage, qui a les conséquences suivantes. Et c'est ça qui va être intéressant à développer. La conséquence, c'est que dans une théorie comme celle-ci, je ne peux jamais dire quelque chose de nouveau à quelqu'un. Je ne peux dire à quelqu'un que des choses qu'il sait déjà, en fait. Pourquoi ? Parce que si j'ai une idée dans l'esprit que je veux transmettre à quelqu'un via le langage, j'ai mon idée. On parle d'une manière extrêmement grossière, là, approximative, mais bon, j'ai une idée, une certaine signification à transmettre. Je la code avec du langage. Et l'autre, pour comprendre, il faut bien qu'il puisse décoder. S'il peut décoder, c'est qu'il est capable d'associer les sons à la signification. Mais ça veut dire que ça, c'est déjà dans sa mémoire. C'est-à-dire que la signification, il l'a déjà dans sa mémoire. Et c'est parce qu'il a cette signification et qu'il connaît le codage que moi j'utilise qu'il peut comprendre la signification que je transmets. Donc, en fait, en parlant, je ne fais que demander à mon interlocuteur de pointer dans son esprit sur quelque chose qu'il sait déjà, qui est déjà dans son esprit. Une idée qui est déjà dans sa mémoire et que simplement on lui dit « pense à ça ». Voilà, mais ça, tu le sais déjà, mais pense à cela. Bon. Alors, pour préciser un petit peu,
il est utile d'utiliser la distinction entre idée nouvelle et information nouvelle. Hein. Une information nouvelle, ce n'est pas une idée nouvelle. Si j'apprends, j'avais pris cet exemple la semaine dernière, qu'il y a eu une catastrophe quelconque, une tornade, un accident de train, un accident d'avion dans un endroit du monde, que je liste là dans le journal, ben, je n'acquiers pas une signification nouvelle. J'ai juste une information nouvelle avec des significations que je possède déjà. Je possède la signification train, je possède la signification catastrophe, accident, etc. Simplement, ce que me dit l'information que je lis, c'est qu'il y a une combinatoire de tout ça qui fait que tel événement s'est produit à tel endroit. Mais ça n'est pas de la signification nouvelle, c'est juste une signification ponctuelle, une information qui m'est donnée à un moment donné à partir d'unités de sens que je maîtrise déjà. Donc ce n'est pas du sens nouveau, c'est de l'information nouvelle. Qu'est-ce que ça va être donc le sens nouveau, l'innovation sémantique? Ben, le sens nouveau, l'innovation sémantique, c'est l'idée qu'on accède dans notre esprit à un sens, une signification qui n'y était pas, qui n'y avait jamais été. Et évidemment que c'est nécessaire, parce que si on n'avait pas la possibilité d'enrichir notre esprit avec des significations nouvelles, ben, on serait enfermé dans un tout petit ensemble de significations qui seraient tout le temps les mêmes et qui seraient extrêmement limitées. Donc il y a bien quelque chose comme un phénomène qui est appelé ici d'innovation sémantique. L'innovation sémantique, c'est créer un sens nouveau, produire un sens nouveau, ou bien, dans le sens de la réception, comprendre un sens nouveau. Alors, j'ai remis cette citation ici où Merleau-Ponty prend l'exemple de Stendhal avec l'idée que quand Stendhal décrit un personnage qui est donc le fiscal Rassi, donc un personnage qui est négatif, qui est, bon, le mot utilisé ici c'est un coquin, bon, donc on dessine un personnage d'une façon telle que finalement, avant d'avoir lu le livre, on aurait pu prendre n'importe quel type, hein, je ne sais pas, moi, par exemple, un avare, là c'est un coquin, c'est-à-dire un tricheur, un brigand, une crapule, je ne sais pas comment on peut utiliser n'importe quel terme péjoratif, hein, mais simplement ce que nous apporte le livre dans ce passage, enfin disons dans l'argumentation de Merleau-Ponty, c'est que avant de lire le livre, j'ai une certaine catégorie de la crapule, du tricheur, etc., qui est dans mon esprit. Hein. Elle a c'est une certaine signification liée à ce concept, hein, de celui qui abuse de la confiance des autres, et, pour des raisons, là, en l'occurrence, d'argent, etc. Bon. Simplement, donc j'ai une catégorie générale, et puis n'importe quelle personne qui ressemble à ça, je la mets dans cette catégorie. Bon, on parlera plus tard de la notion de catégorisation qui est très importante pour notre propos. Mais là, ce qui se passe avec l'écrivain, c'est que sa façon de décrire le personnage est tellement particulière, tellement spécifique, que finalement, il devient le modèle de toute crapule, de tout coquin. Il devient le modèle. Et du coup, ma catégorie même du coquin, elle est modifiée. Et c'est ça la signification nouvelle. C'est disons les frontières ou la caractérisation de ma catégorie qui est modifiée. Bon alors, un autre exemple de la même idée, c'est la notion d'innovation sémantique telle qu'elle est formulée par Ricoeur, sans lien direct avec Merleau-Ponty, mais bon, lui, il utilise il thématise deux questions sous la notion d'innovation sémantique. D'une part, la question de la métaphore et d'autre part, la question du récit. Donc, il explique que la métaphore, en fait, c'est un des procédés dont on dispose pour arracher, en quelque sorte, des significations nouvelles au langage partagé. Parce que c'est ça le problème, c'est que pour se comprendre, on est obligé de partager la langue, d'utiliser les mots de tout le monde. Hein, c'est ce que font les écrivains. Ils n'écrivent pas une langue étrangère, bien que certains philosophes comme Deleuze disent que voilà, le véritable écrivain, il trouve une langue étrangère pour parler dans sa propre langue. Hein, il transforme la langue, mais effectivement, il transforme la langue.
hein, ça, on l'a complètement oublié, mais il y a un très beau livre de Gilles Philippe qui s'appelle Sujet, verbe, complément, qui raconte un peu comment Flaubert, enfin la réception de Flaubert. Hein. Flaubert, à son époque, c'est une époque où on accordait beaucoup d'importance à la littérature, et dans la presse quotidienne, il y avait des articles vraiment flamboyants sur la littérature, et on trouvait que Flaubert écrivait extrêmement mal, que c'était... Voilà, on ne comprenait pas du tout le style de Flaubert, parce que justement, il inventait une façon d'écrire différente, qui est devenue aujourd'hui une espèce de modèle de la littérature par excellence, hein, de la littérature, du texte littéraire, de la littérarité, hein, une certaine littérature où ce qui est littéraire passe dans la langue. Hein. Aujourd'hui, la littérature a toutes sortes de dimension. Ça ne passe pas forcément par un travail interne sur la langue, mais des auteurs comme Flaubert, comme Céline. Hein. Céline qui commence Le voyage au bout de la nuit, ça a débuté comme ça. Bon, personne n'aurait osé écrire de cette façon-là précédemment. Alors c'est des choses, évidemment, maintenant ce sont des œuvres qui sont rentrées dans le patrimoine littéraire, et on a beaucoup de mal à être conscient du degré de scandale que ça représentait d'écrire de cette façon-là. Mais il faut, quand on travaille, enfin c'est ça le travail de devenir un peu expert en matière de littérature, de stylistique, etc., c'est de comprendre ça, d'entendre que la langue française, elle ne pouvait pas dire un certain nombre de choses à une certaine époque. Eh bien, ces auteurs qui ont transformé la langue pour la rendre capable de dire des choses qu'elle ne pouvait pas dire auparavant, ils ont fait preuve d'innovation sémantique, ils ont créé du sens nouveau, hein, qui aujourd'hui est disponible et qui est stabilisé et qui est plus perçu vraiment comme nouveau. Mais voilà, c'est un peu, je veux dire, on pourrait reprendre l'exemple que j'avais donné des impressionnistes, hein, qui n'étaient pas compris à leur époque et qui étaient juste vus comme des gens qui peignent mal, alors que maintenant, pour acheter un tableau impressionniste, il faut des millions et des millions. Hein, ça a pris une valeur incroyable. Bon, donc, il y a bien, à un moment donné, dans une culture donnée, on tourne avec un certain nombre de significations qui sont partagées, qui sont des significations communes, qui font qu'on bavarde entre nous, hein, on partage des significations déjà connues. Et puis, les créateurs, les véritables créateurs, pas ceux qui... par exemple, pas les romanciers de gare, si je peux dire, sans mépris d'ailleurs, parce que les romanciers de gare, ils rendent un service utile. J'avais donné l'exemple des séries récurrentes. Hein. J'avais pris l'exemple un peu vieillot, je suis désolé, mais d'une série comme Colombo, ou vous voyez, ce genre de série-là, où c'est tout le temps le même personnage, et juste, il y a des trucs un petit peu différents à chaque épisode. Mais, donc ça, c'est de la parole parlée. Hein. Ça, c'est vraiment, il n'y a pas d'innovation sémantique là-dedans. Il y en a une pour inventer le type de personnage au début, mais après, on tourne sur un système qui est toujours le même. Et donc, les gens, les spectateurs, ils sont contents de retrouver des variations sur un même thème, en quelque sorte, c'est-à-dire de rester dans des significations déjà possédées, mais juste, c'est un peu comme si on redistribuait les cartes d'une façon un petit peu différente, mais c'est toujours les mêmes cartes. Hein. Et ça apporte un plaisir quand même. Donc la littérature, je veux dire, populaire, qui se vend beaucoup en France, je ne vais pas citer d'auteurs, mais bon, il y a des auteurs qui se vendent beaucoup, qui n'ont pas une écriture très intéressante du tout, mais qui produisent quand même quelque chose d'original, parce que n'importe qui ne peut pas être un auteur de best-seller, donc ils ont produit quelque chose d'original, et ensuite ils jouent sur ce procédé pour que leurs lecteurs sont contents de retrouver. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire, bon, il y a les créateurs d'un côté qui sont magnifiques, sublimes, qu'on applaudit et qui nous apportent du sens nouveau, et puis les autres, les médiocres, qui vont juste répéter des significations déjà disponibles. Les significations déjà disponibles, c'est totalement indispensable à la cohésion des sociétés, des communautés, etc. On a besoin de partager des significations communes. Et puis, bon, il y a des tas de gens qui se contentent d'un tout petit nombre de significations dans toute leur vie, et que ça satisfait totalement. Hein, bon. Mais à un moment donné, on peut éprouver le besoin, enfin, je veux dire, une espèce de lassitude bon, voilà, je suppose que, je ne sais pas, simplement prenez l'expérience de regarder des séries télévisées, même contemporaines.
Au bout d'un moment, vous avez l'impression que c'est tout le temps la même chose, quoi, quand même. Hein. Et puis, vous êtes très content quand tout d'un coup, il y a un truc un peu différent, genre, voilà, il y a Squid Game qui débarque, on ne sait où, de Corée, mais, et qui tout d'un coup change un peu, et puis hop, et voilà. Et à partir de là, vous avez 36 séries qui vont copier le modèle et puis essayer de reproduire, etc. Bon, mais on sent bien qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont réussi à construire un sens nouveau, quelque chose qui n'était pas disponible précédemment. Hein. Donc, dans le langage, c'est ça. Et le paradoxe, la difficulté, c'est d'essayer de comprendre comment, avec des mots partagés, avec des sens partagés, il peut se produire cette chose extrêmement étrange qu'il y a du sens nouveau. Alors, un des moyens, c'est la métaphore, hein, pour Ricoeur. C'est-à-dire quand vous dites, alors l'exemple qu'il prend toujours, lui, c'est Achille est un lion, donc Achille, le héros grec, qui est un lion pour dire qu'il est courageux. Donc, Ricoeur parle d'impertinence sémantique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Achille, ce n'est pas un lion, c'est un homme, bon, et il n'est donc pas un lion. Bon. Ou cet avocat est un requin, bon, pour dire que il profite de la situation, il est cruel, etc. Bon, voilà, toutes ces métaphores animales, on les comprend parfaitement parce qu'on attache des stéréotypes aux animaux, etc. Mais ça peut fabriquer, alors certaines sont dire que quelqu'un est un lion, je ne sais pas si on dirait ça aujourd'hui, hein, pour dire de quelqu'un qu'il est courageux, je ne pense pas que quiconque aurait l'idée de dire machin est un lion, hein, aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, cette possibilité de la métaphore vive, hein, c'est le titre du livre de Ricoeur, la métaphore vive, cette possibilité de la métaphore vive, elle est momentanée. En réalité, les métaphores sont vives, elles sont pertinentes, elles sont nouvelles à un moment donné, mais au bout d'un moment, elles sont totalement éculées. Hein. Elles sont juste des significations disponibles. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une signification nouvelle, et puis elle est de plus en plus partagée, elle se sédimente en quelque sorte dans les significations disponibles, et tout d'un coup elle est intégrée aux significations disponibles, et puis ensuite il y a quelque chose de nouveau, etc. etc. Bon alors, il y a la métaphore, et il y a aussi le récit. Chez Ricoeur, Ricoeur défend l'idée que quand on invente une intrigue nouvelle, eh bien il y a une synthèse de l'hétérogène, il y a des façons nouvelles de mettre en relation des événements qui racontent des vies, de personnages, etc. Bon. Donc, j'avais conclu sur l'idée que, bien sûr, il y a toutes sortes de complications dans la compréhension des textes. On avait vu qu'il y avait des cas, tout simplement, dans les textes techniques où ce sont les mots techniques qui posent problème. Mais ce qui est intéressant dans la difficulté de compréhension des textes, évidemment, c'est le cas des textes qu'on ne comprend pas de prime abord et qu'on réussit à comprendre ensuite à force de, oui, comment on fait, hein, comment on fait quand on lit pour la première fois, je ne sais pas moi, des textes qui ont, comme Merleau-Ponty par exemple, qu'on ne va pas comprendre. On lit d'autres auteurs qui ont écrit sur Merleau-Ponty, on relit Merleau-Ponty, et puis petit à petit, on se fait, mais petit à petit, sans vraiment s'en rendre compte, on se réveille un matin, on se dit « Ah, mais oui, c'est ça qu'il veut dire, etc. » Donc il y a quand même des processus extrêmement complexes et subtils qui sont difficiles à expliciter, qui permettent la compréhension. Alors, il y a donc, comme le formule ici Rastier, une pratique de l'interprétation. Hein. C'est-à-dire que les textes, évidemment, ils se prêtent à des démarches herméneutiques. Parfois, il n'y a rien à comprendre de compliqué. Hein. Je veux dire, quand vous prenez des textes basiques, j'avais parlé la semaine dernière des textes... tout à l'heure, j'ai parlé de l'exemple du texte journalistique de faits divers qui raconte un événement. Bon, ça, je veux dire, vous n'allez pas... Il n'y a rien à interpréter. Il n'y a rien à interpréter. Vous lisez, vous comprenez la signification, point. Hein. Il n'y a rien à interpréter. Et d'ailleurs, j'avais dit aussi la semaine dernière qu'un des indices qui montre qu'on a affaire à un texte qui ne produit aucune innovation sémantique, c'est qu'on peut le traduire sans aucune difficulté dans n'importe quelle langue. En général, un texte qui ne produit pas du sens nouveau, il n'y a aucune difficulté de traduction. Il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de latitude d'interprétation possible. Alors que dès qu'un texte a une certaine valeur au sens
comment dire, au sens justement de la... Qu'est-ce qui fait la valeur d'un texte? Pourquoi certains textes, je ne sais pas moi, n'importe quel auteur, n'importe quels auteurs ou autrices du patrimoine culturel de toutes les langues, pourquoi certains auteurs sont plus intéressants, hein. Vous savez qu'au 19e, il y a certains collègues littéraires qui travaillent là-dessus. Il y a des dizaines et des dizaines d'auteurs qui étaient très célèbres à leur époque et qui ont complètement disparu. Personne ne connaît leur nom, etc. Et d'autres restent et continuent d'être interprétés, continuent d'être là pour proposer des sujets de réflexion au bac, au CAPES, à l'agrégation, etc. Bon. Pourquoi? Parce que certains textes ont des propriétés différentes. Ils ont des propriétés qui font qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Et c'est cette possibilité de différentes lectures qui est, au fond, le sens de la valeur qu'on accorde au texte, de la valeur qui va devenir une valeur patrimoniale à un moment donné, mais c'est ça qui fait qu'un texte est plus intéressant qu'un autre. C'est qu'il est susceptible de plusieurs interprétations. Ce que je dis pour le texte ici vaut aussi pour le film, pour l'image, etc. Dès que vous voyez quelque chose où il y a absolument aucune discussion possible sur le sens de ce que vous avez vu, lu, etc., c'est que ça n'a aucun intérêt, hein, en général. Donc tout ce qui est truc à thèse, etc., en général, c'est pas très intéressant. Alors, Rassier, lui, il travaille sur la sémantique des textes, donc c'est tout à fait dans notre sujet, et il essaie de caractériser ce que peut apporter le linguiste sur les textes. Alors son idée, c'est que le linguiste, il ne va pas évidemment dire la liste des interprétations, hein, parce que la liste des interprétations, elle n'est jamais close. Elle est close si le texte meurt et tout d'un coup, soit on a perdu les possibilités d'interprétation, soit il n'en a jamais eu, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais tant qu'un texte a des interprétations, eh bien, il est en quelque sorte susceptible, en quelque sorte, tant qu'il a des interprétations possibles, il a de nouvelles lectures possibles, hein. Le sens des textes, vous voyez, les textes qui sont relus gardent un sens ouvert, leur sens a une histoire vivante, celle de leur tradition interprétative, série non close de réécriture qui sont autant de nouvelles lectures. D'accord ? Donc, d'ailleurs, ces textes qui restent vivants sont aussi des textes qu'on retraduit régulièrement. Je ne sais pas, l'autre jour, j'entendais une émission sur France Culture sur Saint-Augustin. Hein, Saint-Augustin, vous connaissez tous les confessions de Saint-Augustin. Bon, il y a eu un collègue qui a retraduit les confessions sous le titre « Les aveux ». Et qui a proposé une nouvelle traduction. Bon, les confessions, ça faisait bien longtemps qu'elles avaient été traduites en français, et elles sont retraduites récemment, hein, avec une perspective différente, parce qu'effectivement, le terme latin qui était utilisé renvoyait bien plus à la notion d'aveu au sens juridique qu'à la confession au sens chrétien, puisque le christianisme n'existait pas vraiment à l'époque de Saint-Augustin. Bref, donc, les textes qui restent vivants sont régulièrement retraduits, etc. Alors, qu'est-ce qui fait le linguiste? C'est ce qui est en gras ici. Le linguiste, lui, il peut non pas donner les interprétations, mais donner les contraintes sur les parcours interprétatifs. C'est-à-dire dire qu'il y a des interprétations qu'on ne pourrait pas faire pour telle ou telle raison linguistique, hein. Ça reste un peu vague, mais l'idée me semble tout à fait claire, hein. Il y a des contraintes sur les interprétations, et ça, le linguiste, il peut techniquement en isoler un certain nombre, hein, en faire apparaître un certain nombre. Alors, j'avais terminé toute cette partie sur les plans d'analyse du sens par un petit mot sur la signification des phonèmes et sur la notion de symbolisme phonétique. Alors là, c'est l'idée, je ne vais pas réexpliquer tout cela, vous verrez ça pour celles et ceux qui n'étaient pas là, vous verrez ça dans l'enregistrement. C'est l'idée qu'il y a certains sons qui véhiculent de la signification directement, hein. Par exemple, vous voyez cet exemple célèbre là, on vous donne deux formes, hein, c'est un test qui a été fait dans des dizaines et des dizaines de langues et de cultures, et ça marche tout le temps. On vous donne deux formes, une forme un peu d'étoile angulaire irrégulière, une forme un peu arrondie, et puis on vous donne deux mots, maluma et takete, des mots qui n'existent pas, hein. En principe, il faut se faire attention que le mot n'existe pas dans la langue considérée. Et on demande aux gens à quel mot vous associeriez à telle forme, à quelle forme, hein. Bon, tout le monde dit évidemment que takete est associé à l'image angulaire et que maluma est associé à l'image arrondie. Alors on comprend
intuitivement, on n'a pas besoin de réfléchir pour dire ça. Hein. C'est une espèce de savoir corporel automatique, taquetté, ça renvoie à un truc, vous voyez, à des choses un petit peu brutales, donc qui se traduisent visuellement là, par des lignes brisées, mais ça pourrait se traduire différemment, mais là on l'a traduit par des lignes brisées. Alors que Maluma renvoie à des sons plus arrondis, etc. Bon. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qu'on dit parfois après Saussure, que l'arbitraire du signe, le fait que le signe, les sons n'ont aucune signification intrinsèque, c'est quand même un peu faux, parce qu'il y a beaucoup de sons qui ont une signification intrinsèque. Hein. Et il y a toutes sortes d'études qui ont montré ça. J'avais donné l'exemple des études sur Victor Hugo faites dans les années 80 par Ivan Fenag, qui montrait que, vous savez, chez Hugo, il y a des poèmes très violents contre Napoléon III qui s'appellent Les Châtiments, et puis des poèmes beaucoup plus doux qui sont Les Contemplations, hein, plus vers la fin de sa vie. Et quand on regarde un peu la distribution des phonèmes dans ces deux types de poèmes, on se rend compte que les occlusives du type tuck, les groupes cre, gre, etc., sont beaucoup plus nombreux statistiquement dans les textes violents de Hugo, hein, donc dans les châtiments, alors que les sons arrondis, comme Maluma ici, sont beaucoup plus fréquents dans le texte des contemplations. Et ça, c'est un savoir intuitif des auteurs. Hein. J'avais donné l'exemple aussi de la petite souris dans les histoires pour enfants. Elle s'appelle toujours Mimi, elle ne va jamais s'appeler, parce que le i, ça renvoie à quelque chose de petit. Hein. Elle ne va jamais s'appeler Momo, la petite souris. C'est évident. Et d'ailleurs, j'ai une de mes doctorantes qui travaille sur ça, sur la motivation des noms des personnages dans les contes pour enfants. Hein, parce que si on met de côté les noms qui renvoient à des choses existantes dans la langue, c'est un savoir intuitif des auteurs, hein, de trouver un son qui va bien avec le personnage. Et ça ne se fait pas au hasard. De même, j'avais expliqué la semaine dernière que dans le marketing, dans les revues de marketing, le thème du symbolisme phonétique est très présent, parce que les personnes qui inventent des noms nouveaux pour des médicaments, pour des parfums, pour des produits de toutes sortes, ils ont besoin de trouver des noms qui soient cohérents avec les valeurs qu'ils veulent attacher aux produits qu'ils vendent. Donc il y a toutes sortes d'études de marketing sur le fait que tel ou tel son renvoie plutôt à telle ou telle valeur, signification, etc. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on constate que quand on parcourt l'ensemble des niveaux, hein, le sens des phonèmes, le sens des mots lexicaux, le sens des mots grammaticaux, le sens des phrases, le sens des textes ou des discours, on se rend compte, hein, c'était le but de la démonstration, que chaque fois, la nature même du sens est différente. Et j'ai conscience que la nature du sens est différente parce que je vois que lorsque je ne comprends pas, le procédé pour passer de la non-compréhension à la compréhension est différent à chaque niveau. Et c'est ça qui me prouve que la nature du sens est différente. Donc, d'une certaine façon, si on voulait formuler cela d'une manière un peu paradoxale, on pourrait dire qu'il n'y a pas de sémantique au sens, il n'y a pas une sémantique au singulier, mais il y a des sémantiques. Il faudrait dire qu'il y a la sémantique du mot grammatical, du mot lexical, etc. Hein. C'est une grande illusion que l'on laisse exister de parler de la sémantique au sens de dire on parle du sens en général. On ne peut pas généraliser le sens. On peut généraliser en disant je parle le sens par opposition par exemple au son. Hein. Dans un mot, il y a du sens, il y a du son. Bon, mais dans un mot, dans une phrase, dans un texte. Mais en fait, c'est vraiment une catégorisation beaucoup trop vague. Hein. Dès qu'on regarde un peu dans le détail, il y a une nature de la signification, qui est différente dans chacun des cas et qu'il faudrait évidemment caractérisé. Alors, pour avancer un petit peu dans notre réflexion, je vais parler on va prendre un certain nombre de manuels universitaires, il n'y en a pas tant que ça, hein, en sémantique, en français en tout cas,
Mais bon, je vais parler des manuels français et de manuels étrangers aussi, enfin de manuels écrits en anglais, de manuels internationaux, pour voir un petit peu comment s'en sortent les auteurs, hein, les auteurs qui parlent de sémantique. Du coup, il y a une telle diversité de la signification. Comment ils s'y prennent? Quand on fait de la sémantique au sens de la transmission académique du savoir, de la transmission universitaire, qu'est-ce qu'on fait exactement? Bon. Alors c'est ce qu'on va examiner. D'abord, je vais parler un peu de Bréal, parce que c'est quand même lui qui a, d'une certaine façon, inventé la sémantique, mais on va voir, c'est un petit peu ambigu, cette façon de considérer que Bréal est le précurseur, c'est plutôt un précurseur, disons, qu'un initiateur. Ensuite, on verra des manuels français, quelques manuels internationaux, et puis je conclurai sur des plans d'analyse du sens qui peuvent être vus pour essayer de malgré tout faire une synthèse dans toute cette hétérogénéité sémantique que j'ai essayé de faire apparaître. Alors, Bréal, quelques mots d'abord biographiques, bio-bibliographiques. Là, j'ai pris un extrait de la notice Wikipédia, qui est bien faite. Hein. Et donc, juste pour vous montrer rapidement l'ampleur de la, comment dire, du spectre de recherche et de connaissance de cet auteur, hein, Bréal. Et d'ailleurs, vous verrez que, au fond, quand je parle de linguistique théorique, des gens comme Bréal étaient déjà là-dedans, hein, d'une certaine façon. Bon, Bréal, donc, vous voyez, il est mort à 83 ans, donc quoi, faire de la linguistique, ça maintient en forme, hein, parce que 83 ans pour l'époque, c'était quand même, voilà, 1832-1915. Donc il a étudié à la fin du 19e le sanskrit, hein, donc c'est ça, à l'époque, faire de la linguistique, c'était faire de la grammaire comparée. Bon, il devient au début du 20e prof de grammaire comparée à l'école pratique des hautes études, qui est ici, puis ensuite au Collège de France, donc institution prestigieuse. Et vous voyez, ses élèves, c'est Saussure par exemple, Meillet, Dermestater. Bon, vous ne connaissez peut-être pas Meillet, mais on en reparlera à propos de Gustave Guillaume, mais Saussure, vous connaissez tous, hein, Ferdinand Saussure. Donc c'était le prof, Bréal, c'est un des professeurs de Saussure. Hein. Alors, il est connu, ce que dit à juste titre la notice Wikipédia, pour être le fondateur de la sémantique, et avec son livre Essai de sémantique. Et d'ailleurs, on va commenter l'introduction de cet essai. Alors, il a travaillé sur l'éducation en France, sur l'enseignement des langues anciennes, la réforme de l'orthographe, et puis c'est l'inventeur du marathon, paraît-il, hein, je ne savais pas, c'est lui qui suggéra à Pierre de Coubertin d'introduire le marathon dans les Jeux Olympiques. Bon, bref, c'est anecdotique, mais bon. Alors voilà quelques éléments de bibliographie, hein, mais qui vous montrent un peu. Vous voyez, c'est de l'étude sur la religion, mythologie comparée, le mythe d'Oedipe, ensuite sur le langage, ensuite un travail sur l'enseignement, hein, mot sur l'instruction publique en France, dictionnaire étymologique latin, grammaire latine, enseignement des langues anciennes, sur l'enseignement des langues vivantes, et puis le fameux essai de sémantique, des études sur Goethe, Homère, enfin, vous voyez un peu, c'était les savants de cette époque avaient, je veux dire, couvrait des domaines extrêmement vastes et variés, hein, et c'est important de s'en souvenir. Alors, on va dire quelques mots de cet essai de sémantique paru en 1897. Je vais commenter quelques citations extraites de l'introduction de l'ouvrage. C'est intéressant parce que l'introduction permet, dans cette introduction, il essaye de justifier ce qu'il appelle une nouvelle science, la sémantique, l'étude du sens. Alors, on va lire ensemble et je vais commenter au fur et à mesure. Les livres de grammaire comparée. Donc, les livres de grammaire. La grammaire comparée, c'est la linguistique de l'époque. Hein, c'est-à-dire, on compare les langues pour essayer de retrouver les familles de langues. Hein, c'est donc, disons, la suite de travaux qui ont été faits en Allemagne au départ. Les livres de grammaire comparée se succèdent à l'usage des étudiants, à l'usage du grand public. Alors bon, ça, aujourd'hui, on oublie. Hein, et cependant, il ne semble pas que ce qu'on offre soit bien ce qu'il fallait donner. Donc, on part du constat d'une insuffisance. Il y a bien des publications en grammaire comparée, hein, mais bon, on pourrait faire mieux. Pour qui sait l'interroger, le langage est plein de leçons.
puisque depuis tant de siècles, l'humanité y dépose les acquisitions de sa vie matérielle et morale. Donc, simplement, là, ce qu'il veut dire, c'est que le langage est la trace de toute la vie culturelle, etc., culturelle, morale, enfin là il dit morale, des civilisations. L'humanité y dépose des acquisitions de sa vie matérielle et morale. Mais encore faut-il le prendre par le côté où il parle à l'intelligence. Si on se borne au changement des voyelles et des consonnes, donc en fait, vous voyez, ça, on se borne au changement des voyelles et des consonnes, c'est une façon un peu caricaturale de caractériser ce qui se faisait en grammaire comparée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup étudié, puis ça c'est quelque chose que, en tout cas, les étudiants de lettres et de sciences du langage font quand même un petit peu en cours, là, toujours aujourd'hui, c'est la phonétique historique, hein, le fait de voir un peu l'évolution des sons depuis le latin jusqu'au français. Je veux dire, en latin, pour dire cheval, on disait cabalum. Ben, comment se fait-il que le son cabalum a évolué pour devenir cheval? Ben, ce qu'ont découvert les auteurs de la grammaire comparée, c'est qu'il y avait des lois. Par exemple, ils ont remarqué que cabalum devient cheval, castellum devient château, canem devient chien, etc. Donc tous les mots en ca deviennent en français des che. Castellum, château, cabalum, cheval, canem, chien. Bon, ben, ça crée une loi, hein, palatalisation du groupe K. C'est ça que découvrait beaucoup, enfin c'est le genre de choses sur lequel travaillait la grammaire comparée. Bon, mais ça c'est quelque chose que Bréal perçoit comme une espèce de mécanique du langage. Certes, ça parle des voyelles, etc., c'est important de comprendre ça, mais ça ne dit pas ce qui se passe au plan du sens, de la signification, de ce qui est intéressant au sujet du langage. Hein. Si on se borne au changement des voyelles et des consonnes, on réduit cette étude aux proportions d'une branche secondaire de l'acoustique et de la physiologie. Si on se contente d'énumérer les pertes subies par le mécanisme grammatical, bon ça c'est simplement l'évolution des langues qui font que les mécanismes grammaticaux évoluent, mais c'est pareil, vous voyez, il parle de mécanisme. Hein. On donne l'illusion d'un édifice qui tombe en ruine parce que finalement les conjugaisons se simplifient, etc. Vous voyez, on part du latin qui a plein de cas pour aller à l'ancien français où il n'y a plus que deux cas, le cas régime, le cas sujet, et puis en français il n'y a plus de cas du tout. Hein. C'est la syntaxe et c'est plus la morphologie qui est importante. Mais, donc certains auteurs voyaient ça comme une espèce de dégénérescence d'une langue originaire. Hein. Bon, alors, si on se retranche dans de vagues théories sur l'origine du langage, on ajoute sans grand profit un chapitre de l'histoire des systèmes. Bon. Il y a, ce me semble, autre chose à faire. Donc tout ce qu'on fait à son époque, hein, autour de la grammaire historique et comparée, on pourrait faire autre chose. Extraire de la linguistique ce qui en ressort comme aliment pour la réflexion, et je ne crains pas de l'ajouter, comme règle pour notre propre langage, puisque chacun nous collabore pour sa part à l'évolution de la parole humaine. Voilà ce qui mérite d'être mis en lumière, voilà ce que j'ai essayé de faire en ce volume. Hein. Donc, on voit bien dans cette première citation que le but de Bréal, c'est de sortir d'une étude du langage qui serait purement mécanique et qui ne prendrait pas en considération ce qu'il appelle ici l'intelligence humaine. Et donc, le but, c'est justement d'entrer dans ce qui est de l'ordre de la pensée liée au langage. Laissant de côté, donc deuxième citation, laissant de côté les changements de phonétique qui sont du ressort de la grammaire physiologique, j'étudie les causes intellectuelles qui ont présidé à la transformation de nos langues. Donc, on est toujours dans une perspective diachronique, évolutive, hein, on essaie de voir comment les langues évoluent, mais Bréal suggère, dit clairement, c'est pas qu'il suggère, qu'on pourrait aussi étudier d'autres types de causes, hein, ce qu'il appelle ici les causes intellectuelles. Pour mettre de l'ordre dans cette recherche, j'ai rangé les faits sous un certain nombre de lois. On verra plus loin ce que j'entends par loi, expression qu'il ne faut pas prendre au sens impératif. Hein. C'est-à-dire, ce sont plutôt, ces lois, ce sont des tendances. Ça ne va pas être des lois rigides. Ce ne sont pas non plus de ces lois sans exception, des lois aveugles, comme sont, s'il faut en croire quelques-uns de nos confrères, les lois de la phonétique. J'ai pris soin au contraire de marquer pour chaque loi les limites où elle s'arrête. J'ai montré que l'histoire du langage, à côté de changements poursuivis avec une rare conséquence, présente aussi quantité de tentatives ébauchées restées à mi-chemin. Ce serait la première fois dans les choses humaines qu'on trouverait une marche en ligne droite, sans fluctuation ni détour.
Donc, il y a cette errance dans cette idée que dans l'évolution des langues, il y a des moments où les langues vont dans une impasse et puis changent, vont dans une autre direction, etc. Les œuvres humaines, au contraire, se montrent à nous comme choses laborieuses, sans cesse traversées, soit par les survivances d'un passé qu'il est impossible d'annuler, soit par des entreprises collatérales conçues dans un autre sens, soit même par des effets inattendus des propres tentatives présentes. Donc il y a une complexité, ce ne sont pas des lois rigides, et puis il faut se déprendre de l'illusion téléologique, qui aurait un but comme ça, et que les langues, elles iraient droit dans le but qui est une certaine direction de l'évolution. Troisième citation, l'intervention de la volonté. Faire intervenir la volonté, donc c'est ça qu'il appelle le recours à l'intelligence. Dans l'histoire du langage, cela ressemble presque à une hérésie, tant on a pris soin depuis 50 ans de l'en écarter et de l'en bannir. Donc, parce qu'évidemment, on voulait travailler sur des lois objectives, donc on n'allait pas prendre en considération les tendances spontanées de l'esprit humain. Mais si on a eu raison de renoncer aux puérilités de la science d'autrefois, on s'est contenté, en se rejetant à l'extrême opposé, d'une psychologie véritablement trop simple. Donc on voit bien que là, quand il dit on s'est contenté d'une psychologie véritablement trop simple, et quand il dit qu'il faut prendre en considération la volonté, ça veut dire qu'il va proposer une approche psychologique du langage, chose qu'on ne faisait pas du tout. Une approche psychologique, ou on dirait aujourd'hui cognitive. Donc c'est un précurseur des approches cognitives, d'une certaine façon. Entre les actes d'une volonté consciente, réfléchie, et le pur phénomène instinctif, il y a une distance qui laisse place à bien des états intermédiaires. Vous voyez, ça c'est extrêmement intéressant. Entre les actes d'une volonté consciente, réfléchie, et le pur phénomène instinctif, il y a une distance qui laisse place à bien des états intermédiaires. Et nos linguistes auraient mal profité des leçons de la philosophie contemporaine s'ils continuaient à nous imposer le choix entre les deux branches de ce dilemme. Il faut fermer les yeux à l'évidence pour ne pas voir qu'une volonté obscure, donc des tendances cognitives, mais persévérantes, préside au changement du langage. Donc là, il perçoit quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a pas juste le réflexe automatique, si vous voulez, d'un côté, et puis le choix, on réfléchit, on choisit tel mot, telle structure de phrase, etc. Mais il y a ce qu'il appelle volonté obscure, donc des tendances cognitives qui vont jouer un rôle dans l'évolution des langues. Je veux dire, les études diachroniques contemporaines sont totalement formées sur ce principe. Alors, avant-dernière citation, je crois, comment faut-il se représenter cette volonté ? Je crois qu'il faut essayer de se la représenter sous forme de milliers, de millions, de milliards d'essais entrepris en tâtonnant, le plus souvent malheureux, quelquefois suivis d'un quart de succès, d'un demi-succès, et qui, ainsi guidés, ainsi corrigés, ainsi perfectionnés, vinrent à se préciser dans une certaine direction. Le but en matière de langage, c'est d'être compris. L'enfant, pendant des mois, exerce sa langue à proférer des voyelles, à articuler des consonnes. Combien d'avortements avant de parvenir à prononcer clairement une syllabe ? Combien d'avortements, ça veut dire d'essais avortés. Je ne parle pas d'avortement au sens... les innovations grammaticales sont de la même sorte, avec cette différence que tout un peuple y collabore. Que de constructions maladroites, incorrectes, obscures, avant de trouver celle qui sera l'expression non pas adéquate, il n'en est point, mais du moins suffisante de la pensée. En ce long travail, il n'y a rien qui ne vienne de la volonté. Donc, on parle ici d'une volonté individuelle qui prend une dimension collective. C'est-à-dire que les tentatives, vous voyez, je ne sais pas, moi, on pourrait prendre n'importe quel exemple d'innovation. Prenons la tentative d'introduction du pronom yel, pour dire une espèce de neutre ou de non-binarité masculin-féminin. On ne sait pas du tout si ce pronom, si cette tentative va s'installer dans la langue française ou va complètement disparaître dans quelques années. Bien malin, celui qui dira ça va disparaître parce que c'est absurde, et puis l'autre qui va dire bah oui, ça va rester parce que c'est indispensable, etc. Bon. Ce sont des tentatives faites à un moment donné. Alors là, c'est assez conscient parce que là, c'est quelque chose qui est clairement inventé, c'est pas apparu spontanément dans les langues, comme par exemple, je prends un meilleur exemple. Prenez la disparition, la tendance à l'effacement du « que »
dans les subordonnées complétives. Je pense qu'il arrivera bientôt, on dit en français. Aujourd'hui, on entend beaucoup, je pense qu'il arrivera bientôt. L'effacement du que, c'est vraiment de ce que qui est possible en anglais depuis longtemps. En anglais, le that, qui est l'équivalent, vous pouvez l'effacer sans problème depuis longtemps. En français, c'est une tendance relativement récente qu'on ne voit pas trop à l'écrit, sauf peut-être dans des textes contemporains qui essayent de refléter la langue parlée, mais c'est une tendance réelle. Bon, on ne sait pas si elle va se stabiliser, si finalement le que va complètement disparaître disons, la conjonction de subordination va disparaître comme outil nécessaire. Le subjonctif imparfait qui a été utilisé pendant longtemps a complètement disparu de l'usage. Bon, il y a toutes sortes de choses comme ça qui évoluent sans qu'on en ait conscience. Le YEL, ça a été, c'est un peu différent, parce que là, ce n'est pas une construction spontanée. La disparition de l'imparfait du subjonctif, c'est arrivé petit à petit, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et puis à un moment donné, on se rend compte que les gens qui disent des imparfaits du subjonctif, du coup ça paraît étrange et c'est devenu très très rare. Donc, ce sont des évolutions collectives qui s'expliquent par des tendances. Chaque fois, on peut trouver des explications. Et c'est ce qu'essaie de faire Bréal. Alors, dernière citation. « Telle est l'étude à laquelle je convie tous les lecteurs. Il ne faut pas s'attendre à y trouver des faits de nature bien compliquée. Comme partout, l'esprit populaire est en jeu, puisque donc là, c'est collectif, c'est l'esprit au sens connectif. C'est de la cognition sociale, ce que les auteurs appellent aujourd'hui la cognition sociale, social cognition. Est en jeu, on est au contraire surpris de la simplicité des moyens, simplicité qui contraste avec l'étendue et l'importance des effets obtenus. J'ai pris à dessein mes exemples dans les langues les plus généralement connues, il sera facile d'en augmenter le nombre, il sera facile aussi d'en apporter de régions moins explorées. Les lois que j'ai essayé d'indiquer étant plutôt d'ordre psychologique, je ne doute pas qu'elles se vérifient hors de la famille indo-européenne, parce que si c'est psychologique, c'est la cognition humaine, donc quel que soit, si ça vient de ce qui est humain dans la cognition, ça doit se retrouver dans d'autres familles de langues. Ce que j'ai voulu faire, c'est tracer quelques grandes lignes, de marquer quelques divisions et comme un plan provisoire sur un domaine non encore exploité qui réclame le travail combiné de plusieurs générations de linguistes. Je prie donc le lecteur de regarder ce livre comme une simple introduction à la science que j'ai proposé d'appeler la sémantique, et vous avez une note en bas de page que j'ai reproduite ici, sémantike techné, en grec, la science des significations, du verbe sémaion, signifié par opposition à phonétique, la science des sons. Sémantique est construit sur le modèle de phonétique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan? C'est que Bréal crée le terme de sémantique. Il a une perspective diachronique, évolutionniste sur les changements de sens, perspective cognitive, c'est donc un précurseur en ce sens-là. On constate quand même une apparition tardive de la sémantique par rapport à la phonétique et à la morphologie. Et puis, donc, il parle de lois. Alors, je les illustre avec un exemple, ces fameuses lois. Je prends l'exemple qui est un des exemples qu'il traite, la loi de répartition. Qu'est-ce qu'il appelle loi de répartition? Eh bien, nous appelons répartition l'ordre intentionnel par suite duquel des mots qui devraient être synonymes et qui l'étaient en effet ont pris cependant des sens différents et ne peuvent plus s'employer l'un pour l'autre. Donc vous avez des synonymes à un moment dans une langue, et puis finalement il y a une spécialisation qui fait que les mots qui étaient synonymes se spécialisent. L'exemple qu'il donne, c'est en Suisse, quand on considère les patois de la Suisse, et peu à peu le français s'est implanté dans des zones où on parlait le patois. Et donc, à un moment donné, en patois, la chambre, on utilisait le mot « paillet » pour dire la chambre. Et puis, peu à peu, on utilise le mot « chambre ». Donc, au début, les deux mots sont synonymes. Chambre et paillet sont synonymes. Ces deux mots, il y a un mot qui vient du français, l'autre qui vient du patois, qui signifie la même chose, chambre. Mais il y a une évolution qui fait que la langue ne supporte pas qu'on utilise d'une certaine façon deux mots qui veulent dire exactement la même chose. Donc il y a une répartition, une séparation, qui fait que paillet désigne une chambre de mauvaise qualité et que
ce qu'on appelle un galta, ça veut dire une chambre de mauvaise qualité, et puis que le mot chambre devient une chambre sans particularité, une chambre normale, quoi, si j'ose dire. Autre exemple, en Bretagne, on a eu une concurrence entre jardin et courtis, et maintenant qu'on connaît jardin, une néance de dédain s'est attachée à l'appellation rustique courtis. Bon, donc, vous voyez, c'est ce genre de loi que Bréal essayait de mettre en évidence. Bien, alors, j'ai un peu dépassé, ouais, non, ça va. On va faire une petite pause là, et je vais tirer une conclusion sur Bréal juste après. Bien, alors reprenons. Donc, juste avant de revenir à Bréal, je voudrais dire un petit mot au sujet dire un dernier petit mot au sujet de l'innovation sémantique, parce que, en fait, quand je vous parle d'innovation sémantique, que j'essaie de vous expliquer cette notion, en fait, on est en train d'expérimenter ensemble quelque chose qui relève de l'innovation sémantique. C'est-à-dire, si vous finissez par bien comprendre cette notion d'innovation sémantique, vous aurez mis dans votre esprit quelque chose qui n'y était pas auparavant. Et voyez que pour ce faire, je ne peux pas me contenter de dire l'innovation sémantique, c'est acquérir un sens nouveau. Parce que si je dis juste ça, que si je ne fais pas la différence entre information nouvelle, sens nouveau, si je ne fais pas apparaître ce paradoxe de comprendre ou de produire quelque chose de nouveau avec des mots partagés par tout le monde, si on ne comprend pas que la métaphore, par exemple, est un moyen d'acquérir... Vous ne comprenez pas, ça ne devient pas, c'est quelque chose de nouveau dans votre esprit. Donc, expliquer et comprendre finalement la notion d'innovation sémantique, c'est expérimenter la notion d'innovation sémantique. Bon, suppose, pas forcément, même si vous ne comprenez pas tout dans le détail maintenant, même si vous comprenez seulement vaguement, à peu près, etc., en retravaillant le cours, effectivement, c'est ça que vous allez préciser et qui va se stabiliser dans votre esprit. Et ensuite, ce sera une connaissance acquise que vous pourrez partager avec d'autres qui possèdent la même connaissance. Bien, je referme cette parenthèse et je reviens à Bréal, juste pour conclure avec une citation d'Irène Tamba tirée d'un petit que sais-je sur la sémantique, enfin un que sais-je sur la sémantique qui est tout à fait intéressant, même s'il a été publié il y a quand même pas mal d'années, vous voyez, c'est 2010. Elle écrit la chose suivante: on attribue canoniquement à Michel Bréal la paternité du mot sémantique et de la nouvelle science des significations. Voilà, l'idée directrice en est que les mots mènent une existence qui leur est propre, etc. Bon. Alors, simplement, ce qui m'intéresse, c'est ça. Cependant, cette datation précise est en partie illusoire, car ce que les linguistes appellent aujourd'hui sémantique n'a plus grand-chose à voir avec la science des significations fondée par Bréal. Donc, certes, Bréal est l'inventeur du terme sémantique, mais la sémantique au sens où il la concevait, indépendamment du fait quand même qu'il y a quelque chose de très précurseur qu'Irène Tamba ne perçoit pas bien ici, mais qui est réel dans la dimension cognitive de l'analyse, eh bien, c'est quand même très différent, la sémantique contemporaine, de ce que Bréal entendait par sémantique. D'ailleurs, elle dit, même si le nom est resté, comme le montrait l'histoire de la sémantique que nous avions esquissée lors de la première édition de ce petit livre sur la sémantique en 88, 15 ans plus tard, le renouveau partiel des sciences du langage ne fait qu'accentuer le statut toujours controversé du sens dans les approches théoriques. Donc, effectivement, le sens, qu'est-ce que c'est que le sens? C'est quand même quelque chose qui est extrêmement difficile à caractériser, ce qui fait que la sémantique reste tout de même une discipline dont les contours sont assez difficiles à dessiner. Bon. Alors, justement, c'est pour cette raison qu'on va voir ça dans les manuels, parce que là, du coup, quand vous avez un manuel de sémantique, on se dit, on va trouver, là, il y a des gens qui ont réfléchi à ce que c'est que la sémantique pour pouvoir l'enseigner aux étudiants. Donc là, on va bien avoir quand même quelque chose de clairement dessiné. Donc on va voir quelques manuels. Je présente d'abord, juste, mais sans le commenter, c'est un très bon manuel, mais qui n'est pas extrêmement diffusé, mais qui est quand même un excellent manuel, mais je vous le présente juste pour un détail, parce que c'est vraiment le seul de tous les manuels de sémantique que je connaisse, qui intègre quelque chose sur le symbolisme phonétique et l'iconicité dès le début du livre. Là, vraiment, c'est une exception qui en quelque sorte confirme la règle.
tout ce qui est phonosémantique, symbolisme phonétique, c'est totalement oublié en général par la sémantique, hein, sauf par Vincent Niquès ici, qui a vraiment cette originalité de prendre en considération, vous voyez, en quelques pages, hein, c'est vraiment pas très développé, mais c'est quand même un grand mérite. Hein. Bon, un autre manuel que je vais juste citer sans le développer, sans l'analyser de près, parce que c'est un manuel difficile à étudier, difficile à utiliser pour les étudiants, mais enfin, vous pouvez quand même... D'ailleurs, hein, ce manuel, je vous le conseille, hein, il y a, là, en dehors de ça, il y a beaucoup de choses qui concernent le cours, qui sont en relation directe avec le cours. Donc c'est un manuel que c'est pas obligatoire de le lire, mais je vous le conseille vivement comme manuel de sémantique. La sémantique au pluriel, c'est autre chose. Vous voyez, comme je ne vais pas lire en détail là, cet extrait de la 4e de couverture. Sémantique au pluriel, alors moi quand j'ai vu apparaître ce titre, je me suis dit, ah ben enfin une sémantique qui est au pluriel, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qui va prendre les différents plans d'analyse et montrer que la sémantique du mot grammatical, ce n'est pas la même chose que la sémantique de la phrase, etc. etc. Bon, ben non, en fait, ce n'est pas du tout ça. Sémantique au pluriel, c'est simplement les différentes théories en sémantique. Hein. Et alors, vous voyez, là, je vous donne la table des matières. Vous avez une liste impressionnante de théories sémantiques développées alors parfois par les auteurs même de la théorie. Bon, par exemple, Gilles Coll, sémantique instructionnelle, ça c'est assez propre à cet auteur. Olga Galatanou, sémantique des possibles argumentatifs, c'est aussi quelque chose qui est propre à cet auteur. Marion Carrel, théorie des blocs sémantiques, c'est la même chose. En revanche, quand on prend par exemple Laurent Roussary, sémantique formelle, ça c'est pas l'invention de Laurent Roussary, c'est un domaine de la sémantique, enfin une façon de faire de la sémantique qui se nomme la sémantique formelle. Même chose pour Kléber, sémantique référentielle, même si Kléber est un auteur important de la sémantique référentielle, c'est quand même un domaine, une façon de faire de la sémantique, même chose pour sémantique de l'énonciation, sémantique discursive, etc., sémantique textuelle. Toutes sortes de domaines, de grands domaines de la sémantique qui sont synthétisés par des auteurs. Donc, alors évidemment, ça c'est intéressant pour, comment dire, plutôt au niveau master. Hein. Je veux dire, c'est un livre un petit peu trop technique pour la licence, mais c'est intéressant parce que, vous voyez, ça montre un peu cette diversité des approches sémantiques actuellement. Hein. C'est un livre récent, vous voyez, 2022, hein, il a paru. Donc c'est un livre tout à fait récent qui est intéressant dans sa conception, mais qui évidemment n'est pas utilisable comme manuel d'initiation à la sémantique. C'est plutôt, je vous dis, pour des étudiants en master. Alors maintenant prenons un exemple plus classique qui fait partie des livres les plus courants qui présentent la sémantique pour les premiers cycles universitaires. C'est le livre de Touratier, la 2e édition date de 2010, donc ce n'est pas tout récent, mais vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai la page d'accueil de l'éditeur Duno. Les 3 livres dont je vais vous parler restent aujourd'hui encore les livres qui apparaissent comme étant ceux dans le domaine de la sémantique qui sont les seuls qui sont vendus par cet éditeur. Hein. Bon, on a vu, il y a d'autres éditeurs, mais... alors, comment ça se présente ? Vous avez d'abord un premier chapitre qu'on retrouvera dans d'autres manuels, définition liminaire, qui réfléchit un peu sur ce que c'est que le sens, la signification. Il y a une partie ici sur lexicologie, lexicographie, c'est la question des dictionnaires. Hein. La lexicologie, c'est l'étude scientifique des dictionnaires, et la lexicographie, c'est la pratique consistant à fabriquer des dictionnaires. Alors évidemment, c'est important les dictionnaires, on l'a vu, hein, dans la sémantique du mot, le dictionnaire, c'est la ressource principale, quelle que soit sa forme, hein, que ce soit un dictionnaire papier ou un dictionnaire numérique, c'est l'outil principal pour aller chercher le sens des mots. Donc il y a un lien entre la question du sens et la façon dont les dictionnaires se débrouillent, comment les dictionnaires sont structurés, etc. Donc c'est intéressant. Hein. C'est pour ça qu'il y a une partie, comment les dictionnaires étudient le sens. Donc il y a tout cet aspect préliminaire. Ensuite, vous voyez, vous avez 2 parties, là, sémantique structurale, fonctionnement et utilisation du CMM. Hein. Et la notion de CMM est introduite ici, organisation du CMM. Donc ces 2 chapitres, ils vont ensemble,
et il renvoie à une certaine approche de la sémantique qui s'appelle la sémantique structurale. Alors, qu'est-ce que c'est que la sémantique structurale? Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est une sémantique qui est inspirée de la phonologie structurale. Vous voyez, c'est une sémantique qui va, par exemple, je prends un exemple très célèbre qui vient de Bernard Potier, où vous avez une liste de noms, chaise, fauteuil, tabouret, canapé, pouf, et puis une liste de caractéristiques ici pour s'asseoir, matériau rigide pour une personne. Et on met un plus quand la propriété est vérifiée et un moins quand elle ne l'est pas. Donc, par exemple, la chaise, il n'y a pas de bras, donc il y a un moins, et alors que le fauteuil a un plus parce qu'il a des bras. Et alors, ces différentes caractéristiques, là, pour s'asseoir, matériaux rigides, etc., c'est ce qu'on appelle des sèmes. Les sèmes qui sont indiqués ici, le statut du sème. Alors, les sèmes, ils ont cette propriété d'être purement différentiels. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme en phonologie et en phonétique. Vous voyez, ces tableaux qui ont été, disons, les produits de l'approche structurale de la phonologie, développée par notamment Jacobson. Vous avez des tableaux comme ça qui montrent, qui analysent les phonèmes de différentes langues à partir d'un certain nombre de caractéristiques, par exemple le fait que la voix, ça correspond à la distinction entre les consonnes sonores et les consonnes sourdes. Donc, par exemple, ici, vous voyez, le P, c'est une consonne sourde qui ne fait pas vibrer les cordes vocales, il y a un moins, alors que le B, c'est une consonne sonore qui fait vibrer les cordes vocales. Et quand vous regardez la distribution des plus et des moins dans le P et le B, vous voyez que la seule différence, c'est ça. C'est le fait que le P n'est pas voisé alors que le B est voisé. Il y a la vibration des cordes vocales. Et c'est ça le principe de l'analyse structurale, c'est de dire qu'on a besoin d'un stock phonologique dans une langue. Il y a de grandes différences des sons dans les différentes langues, mais dans toutes les langues, il y a un système avec un certain nombre de phonèmes qui s'opposent tous les uns aux autres. Il n'y a pas de phonèmes où il y a les mêmes listes de plus et de moins, parce que ça voudrait dire que ce ne sont pas des phonèmes différents. Et donc, ça, c'est le modèle de l'analyse structurale qui a été copié, si vous voulez, répliqué pour faire l'analyse de la signification. Donc, la sémantique structurale, elle est inspirée du modèle de la phonologie. Donc, de la même manière, on a des caractéristiques, mais qui ne sont pas descriptives. Je veux dire, ce sont des traits sémantiques, donc qu'on appelle des sèmes, et on pourrait très bien avoir d'autres types de descriptions tant que les oppositions entre les différents termes, ici entre les différents mots, existent. Il n'y a jamais deux lignes identiques. Bon. Alors, il y a quand même une exception ici, dans ce tableau, quand on regarde pour une personne. Attendez, c'est pour s'asseoir sur pied avec dossier matériel rigide. Voilà. Quand vous comparez ici matériel rigide et sur pied, vous voyez que vous avez exactement la même distribution là. X, une croix, les 4 ici, donc pour chaise, fauteuil, tabouret, canapé. Et le seul qui fait exception, c'est le pouf. D'accord ? Le pouf, parce qu'il n'a pas de pied. Bon. Et le pouf, il n'est pas en matériel rigide non plus, contrairement à tous les autres. Chaise, fauteuil, tabouret, canapé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est un exemple, souvent il est cité, mais sans qu'on ait fait attention au fait qu'il y avait
non pas une erreur, mais c'est une erreur volontaire. C'est pour montrer que, en réalité, je n'ai pas besoin de 6 SEM ici. Je n'ai besoin que de 5, parce que le fait de préciser matériel rigide ne sert à rien si j'ai déjà précisé que c'est sur pied, puisque, en fait, ce SEM-là, il me sert simplement à distinguer le pouf de tous les autres. Donc, soit je garde le SEM2 sur pied, soit je garde le SEM6 matériel rigide, mais je dois en supprimer un des deux pour rester cohérent. Et peu importe que je dise l'un ou l'autre. Je vous donne cet exemple pour bien vous montrer que ce n'est pas le caractère descriptif qui compte, c'est le fait qu'il y ait des séries d'oppositions. Donc, sur pied, on n'a pas besoin, puisqu'on a matériau rigide ici qui suffit, ou bien j'aurais pu barrer le matériau rigide et garder uniquement sur pied. Donc, du point de vue du vocabulaire technique, on appelle sémantème l'ensemble des SEM. Donc, par exemple, le sémantème de fauteuil, c'est pour s'asseoir, matériau rigide, pour une personne, avec dossier, avec bras. C'est l'ensemble des SEM, le sémantème. Et ensuite, Bernard Potier avait introduit des notions qui sont pas tellement restées, le classème et le virtuème. Bon, donc je les mentionne, mais vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Le classème, c'est l'ensemble des SEM génériques. Donc, par exemple, pour s'asseoir, vous voyez, le SEM pour s'asseoir, c'est un SEM qui, en fait, caractérise l'ensemble des sièges. Donc, c'est un SEM qu'on trouve partout. Donc, là aussi, il n'est pas indispensable pour opposer les uns aux autres, mais c'est utile pour opposer cette catégorie des sièges à d'autres catégories, qui seraient par exemple les tables. Et puis le virtuème, c'est l'ensemble des SEM virtuels. Par exemple, on peut associer l'idée de se reposer au fauteuil, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. C'est un SEM facultatif qui peut apparaître. Alors, ce genre d'analyse, vous voyez, je le mentionne parce que ça fait partie de l'histoire de la sémantique. Hein. Vous voyez, le but, c'est d'essayer de trouver des approches scientifiques du sens. Hein. Se dire, bon, bah là, je touche quelque chose d'un peu carré, d'un peu rigoureux pour analyser le sens. J'ai des oppositions, je ne conserve que les SEM, et je caractérise le sens des mots de cette façon-là. Voilà, c'est assez peu utilisé aujourd'hui, hein, la sémantique contemporaine, hormis Brastier peut-être dans sa sémantique textuelle, qui, lui, utilise encore un peu ces notions-là, mais ce type d'analyse de sémantique structurale, à mes yeux, reste surtout un moment de l'histoire de la sémantique, mais ça ne fait plus vraiment partie de l'actualité scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce livre, en dehors de cette perspective structurale ? On a une partie homonymie et polysémie. Alors ça, on entre là dans ce qui va apparaître dans tous les manuels de sémantique. Tous les manuels de sémantique ont des chapitres, des paragraphes, si vous voulez, qui expliquent ces notions-là. Homonymie, synonymie, polysémie, antonymie, etc. La notion de polysémie, on va le voir, elle est vraiment importante. Et le fait de savoir comment l'analyse structurale s'en sort avec tout ça, bon, on va les laisser de côté parce que ça ne nous intéresse plus tellement aujourd'hui. La polysémie, c'est le fait qu'un même mot a plusieurs significations, hein, on va revoir ça bien en détail. C'est effectivement quelque chose de très important parce que c'est une propriété de toutes les langues, hein, et ça complique énormément l'analyse sémantique, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un passage obligé, vous verrez, de tous les manuels de sémantique quasiment, à l'exception peut-être des manuels de sémantique formelle. Ensuite, vous avez une particularité ici, mais qui est très intéressante pour nous, parce que vous voyez qu'il distingue sémantique du verbe, sémantique du nom, du syntagme nominal, sémantique de la phrase. Donc des plans d'analyse un peu différents, mais ce n'est pas tout à fait dans la même perspective que ce qu'on a fait, mais enfin on voit quand même que vous voyez, on aurait pu, dans les mots lexicaux, moi j'ai juste distingué la sémantique des mots lexicaux de la sémantique des mots grammaticaux. Mais c'est vrai que quand on regarde la sémantique du verbe par rapport à la sémantique des noms, des adjectifs, là aussi on pourrait dire qu'il y a une sémantique différente, hein, il y a un fonctionnement différent. Bon. Donc là, lui, il travaille les propriétés sémantiques du verbe, les propriétés sémantiques du nom et du syntagme nominal, et puis la sémantique de la phrase.
Et enfin, vous avez 3 autres chapitres qui continuent les niveaux, sémantique de l'énoncé avec toute la dimension pragmatique, et avec quand même la mention ici de la pragmatique cognitive, mais vous voyez que la dimension cognitive apparaît assez peu. Les excès de la pragmatique, ça, bon, il faudra voir un peu ce qu'il veut dire exactement. Sémantique du texte, et là, donc, on a quand même quelque chose d'assez similaire à ce que je vous ai expliqué, mais qui ne fait pas pour autant apparaître quelque chose comme une hétérogénéité. Ce n'est pas ça qui est thématisé. Il y a quand même cette idée qu'on a des approches différentes selon les niveaux d'analyse. Et vous voyez qu'ici, il renvoie à la sémantique textuelle ou sémantique des textes, qui va être la sémantique développée en France par Rastier. Et enfin, vous avez un petit chapitre qui aujourd'hui, évidemment, est totalement obsolète, sur sémantique et informatique, mais qui n'a plus tellement... qu'il faudrait entièrement le revoir aujourd'hui, évidemment, compte tenu de l'évolution de l'informatique entre 2010 et maintenant. Et puis, vous avez un certain nombre d'encadrés. Alors, vous voyez, on retrouve la rigueur et la métaphore. Donc, il y a quand même cette idée, vous voyez, tout ce qui est métaphore, Touratier, là, dans son livre, Christian Touratier, le prend en considération. Là, c'est intéressant parce que tous les linguistes qui font de la sémantique ne s'intéressent pas à ce genre de structure. Les oiseaux, les souris, la théorie du prototype, on va voir ça aussi, nous, là, c'est quand même une dimension un petit peu cognitive, mais qui est secondaire par rapport à la dimension structurale. Bon, puis il y a d'autres petits aspects. Alors, je passe maintenant à un autre manuel, qui date à peu près, qui est antérieur, mais qui reste assez bien diffusé et qu'on trouve dans les bibliothèques, etc. C'est la sémantique de Bellon et Mignot, le manuel de sémantique de Bellon et Mignot, Initiation à la sémantique du langage. Alors, vous retrouvez dans la table des matières des choses tout à fait similaires, donc les notions fondamentales avec une réflexion un peu générale sur le sens référentiel, sens énonciatif, ça on en parlera plus tard. Les unités significatives de référence, alors les morphèmes, comment classer les mots à propos des substantifs. Donc là, comment est-ce qu'on, sémantiquement, du point de vue sémantique, quelles sont les différentes unités. Alors, vous voyez, on reste au mot, là, on ne parle pas de la phrase. Ensuite, la description sémantique traditionnelle du mot. Donc, le sens dans les dictionnaires, on retrouve le dictionnaire, comme dans le manuel précédent. Et puis, on retrouve métaphore, métonymie, synecdoque, polysémie, d'accord, qui sont des notions basiques de la sémantique, et encore une série de notions, là, comme on a vu tout à l'heure, relations sémantiques entre les mots, homonymie, synonymie, on a en plus ici les familles de mots, mais vous voyez, il y a quand même une certaine stabilité là, sur cet ensemble de notions. Donc on pourrait dire à ce stade, si vous voulez, que quand on fait de la sémantique, on étudie techniquement les phénomènes d'homonymie, de polysémie, de synonymie, etc. Ensuite, vous avez quelque chose sur les théories du sens lexical, donc l'analyse sémique, donc l'analyse structurale, comme on l'a vu dans le manuel précédent, et puis la sémantique du prototype, là, qui est plus développée que dans le manuel précédent. Et enfin, un certain nombre de points de vue plus spécifiques. Donc, il y a la question des combinatoires et de l'idiomaticité. Donc, ça, on a déjà parlé un tout petit peu, mais on va en reparler plus tard sur la question de tous les cas où les combinaisons de mots ne produisent pas ce qu'on attend, mais produisent autre chose. Alors ça, ce n'était pas tellement pris en considération par le manuel de Touratier. Le sens implicite, ça c'est toute la dimension, le sens implicite, les actes illocutoires, production et réglage du sens, sens et interaction, tout ça, ça renvoie à la dimension, disons, pragmatique du langage. Et puis, vous avez la dimension un peu du discours, il n'y a pas le texte ici, donc il y a un autre plan d'analyse, et la dimension diachronique, l'évolution du sens, qui n'apparaissait pas dans le manuel de Touratier. Donc, quand on compare, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses similaires.
dans les notions fondamentales, les cadres théoriques. Alors les cadres théoriques sont différents. Vous voyez, on a quand même beaucoup plus une dimension structurale dans Touratier et une orientation plutôt cognitive dans Bellon et Mignot. Donc il y a la sémantique du prototype, mais on parle aussi un petit peu de l'analyse sémique. On trouve les relations, comme je l'ai déjà commenté, signalé, les relations d'homonymie, de polysémie, d'antonymie, et puis les différentes unités de signification, les différents plans d'analyse, autrement dit, le mot, les structures idiomatiques, la phrase, l'énoncé, le texte. Et puis il y a des compléments qui varient un petit peu d'un manuel à l'autre. Il y en a un qui va plutôt parler de la diachronie, l'autre qui va parler de l'informatique. Et ce qui est intéressant dans Bellon et Mignot, c'est qu'il y a une conclusion problématisée qui n'existe pas dans le manuel de Touratier. Cette conclusion est intéressante à commenter, j'en cite un petit passage. Le sens ne se réduit pas à un donné, même intériorisé dans le cerveau et stocké dans la mémoire. Il n'existe que grâce à un processus psychologique qui est à chaque fois origine et résultat de l'activité langagière. Ce processus a lieu chaque fois que quelqu'un dit ou rédige un énoncé, mais aussi chaque fois que quelqu'un l'interprète, c'est-à-dire lui attribue un sens, ce qu'on appelle ordinairement comprendre. Dans ces conditions, les progrès futurs de la science sémantique sont à coup sûr liés à ceux de la psychologie, plus précisément de la psycholinguistique, même si pour le moment, sémantique, linguistique et psychologie demeurent deux disciplines encore bien distinctes. Bon. Donc vous voyez là, il y a quand même un parti pris très visiblement orienté du côté de la psychologie, donc d'une sémantique qu'on dirait cognitive aujourd'hui, une sémantique cognitive, donc qui à l'époque n'était pas développé du tout, mais qui aujourd'hui vraiment est un champ de recherche totalement autonome et extrêmement bien développé. Donc ils sont un petit peu précurseurs de ce point de vue-là. Et voyez l'importance apportée au comprendre, chaque fois qu'on attribue un sens, c'est-à-dire comprendre. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée d'interprétation. Chaque fois qu'on comprend, on n'interprète pas. Si c'est de la compréhension immédiate, automatique, il n'y a pas d'interprétation. Pour moi, ça c'est assez important, les situations dans lesquelles il y a une interprétation et les situations dans lesquelles il n'y a pas besoin d'interprétation, où il y a une espèce de décodage du sens immédiat, facile, automatique, etc. Bon, et puis, dans cette conclusion, il développe un certain nombre de notions sur lesquelles je vais passer ici. Vous irez la lire si vous le souhaitez. Alors, quand on compare vraiment les deux, vous voyez, Bellon et Mignot et puis Touratier, vous voyez, on peut dresser des parallèles. Donc, il y a toujours les définitions générales qui sont une réflexion relativement rapide sur le sens, etc. Ensuite, on a dans les deux manuels les unités, donc nom et syntagme nominal, ici en l'occurrence. Tout ce qui est relation entre les significations, ou entre les sens des mots, polysémie, homonymie, etc. etc. L'analyse sémique et les théories du sens lexical. Donc avec ces deux, ici on a deux perspectives seulement avec ces deux manuels. Un qui développe plutôt l'analyse sémique et l'autre qui développe plutôt une sémantique cognitive fondée sur la sémantique du prototype, enfin tout au moins qui évoque la sémantique du prototype. Tout ce qui est pragmatique est pris en charge assez basiquement, d'une manière. Et puis il y a aussi la sémantique du texte ou du discours. Et enfin, il y a des particularités. Le Bellon et Mignot, eux, parlent de la sémantique du prototype, des combinatoires, de la dimension diachronique, choses qui ne sont pas tellement prises en compte chez Touratier, qui, lui, je l'ai déjà dit, prend en considération plutôt la dimension sémantique informatique. Bon. Donc, si vous voulez, quand on compare ces deux manuels, j'aurais pu en prendre d'autres, on serait parvenu à peu près au même résultat. On se rend compte quand même qu'en dépit des déclarations des linguistes disant « bon, la sémantique, on ne sait pas trop ce que c'est, le sens est extrêmement vague, etc. » Bon, quand on regarde les manuels de sémantique, il y a quand même une certaine stabilité. Il y a une stabilité. Bon, il y a des orientations théoriques qui diverses. On va en voir d'autres, mais là, on a deux exemples, sémantique structurale, sémantique cognitive. Sachant que, encore une fois, la sémantique structurale, elle est quand même un petit peu, à mon avis, en tout cas en ce moment, moins travaillée que la sémantique cognitive.
des réflexions générales sur le sens, mais qui en général ne vont pas très loin et ne se relient pas à des problématisations plus théorisées, plus philosophiques sur le sens, mais ça mériterait de le faire. Il y a peu de place en général pour la sémantique grammaticale, bien que quand même chez Touratier, il y a quand même la sémantique du syntagme verbal, sémantique du syntagme nominal, avec un certain nombre de considérations intéressantes malgré tout, mais il n'y a pas un chapitre sémantique grammaticale. Et puis des points communs, on a vu les relations de signification, la problématique des dictionnaires lexicologiques. On voit quand même un privilège au niveau du mot, parce que tout ce qui est homonymie, polysémie, synonymie, etc., ça concerne le niveau du mot. Tous les manuels prennent en considération la dimension énonciative ou pragmatique du sens, chose qui aujourd'hui est perçue comme une évidence. Dans cette dimension pragmatique, on en reparlera, il y a des auteurs qui justement font une différence entre sens et signification à partir de la pragmatique, mais je ne vais pas développer ça maintenant. Bien, alors, la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, puisque après ce cours, on a donc 2 semaines d'interruption, après il y a les vacances et on se retrouve donc début novembre, mais je vais, pour la semaine prochaine, mettre en ligne un cours qui sera enregistré, donc où je vais développer du coup les autres manuels, et puis en particulier le manuel de sémantique formelle de Corbelin. Donc, vous irez voir. Et on se retrouve donc après les vacances de la Toussaint pour poursuivre cette analyse du sens dans les langues. Voilà. Merci de votre attention.